Bonsoir. Payer 6 fois trop cher pour obtenir le fameux sésame, le document ESTA qui vous ouvrira à la porte des États-Unis? Eh bien non, ne vous faites pas avoir si vous avez l'intention de vous rendre chez l'oncle Sam. On vous expliquera comment. Émission éclectique ce soir, puisqu'on parlera aussi d'une information de l'Agence de sécurité sanitaire française qui avait inquiété les jeunes parents en janvier. Il y a des substances problématiques dans les couches pour bébés. Je vous avais promis qu'on le vérifierait sur les marques qu'on peut acheter en Suisse. C'est chose faite. Résultat ce soir. Et nous ne compterons pas les moutons ce soir, ce sont les agneaux qui nous intéressent. Une viande prisée depuis des siècles, des élevages intensifs en Nouvelle-Zélande, de petits troupeaux en Suisse, une côtelette, un filet ou un gigot d'agneau ne tombe pas du ciel tout emballé chez le boucher. Il y a tout un parcours que nous suivrons. Une fois n'est pas coutume, on commence cette émission en parlant de vous, de vos expériences, vos problèmes et les solutions qu'on peut trouver. Tout ça est largement utile à d'autres. Par exemple, on approche des vacances, on n'entre pas dans certains pays comme dans un moulin. Il faut un ou des sésames qui peuvent coûter assez cher, encore qu'il ne faut pas se faire avoir. Les explications de Delphine Mistelli. L'Amérique, beaucoup en rêvent et chaque année, plus de 400 000 Suisses s'y rendent. Pour y aller, depuis 2009, la première chose à faire est obtenir l'ESTA pour Electronic System Travel Authorization, un document indispensable pour voyager aux États-Unis. En janvier dernier, ce téléspectateur invite sa fille fêter ses 20 ans à New York. Première étape, demander son sésame. Je suis allé sur Internet, j'ai tapé, je me suis dit, ESTA, ok. Puis moi j'ai pris le premier site qui apparaissait sur Internet. C'est très pointueux, comme on demande le nom, prénom, le nom de la mère, du père, si vous avez un employé, si vous touchez un salaire, patati patata. Mais alors, très bien. Alors, je mets les infos qu'il faut, puis il y a un montant qui sort. 89 €. Ah, je dis, oh, c'est pas mal. C'est cher quand même pour ce que c'est. Juste un document comme ça pour entrer aux États-Unis, je dis, les Américains, ils s'embêtent pas, quoi. ça revient cher. 2-3 jours après, je rencontre un collègue, et puis je dis, ça coûte cher. J'en ai eu pour 89 €. Puis il y a un moment de silence, et puis on regarde, il me dit, mais comment ça se fait? Quoi que tu dis 89 €? C'est pas possible. Je dis, mais si, oui, c'est sur le site, et tout ça. Il me dit, mais non, c'est 14 $. Le soir, je rentre à la maison, puis je tombe sur des forums, puis je commence à lire toutes ces histoires de personnes qui pleurent sur Internet. Ah, moi, je me suis fait avoir, j'ai payé pour toute la famille, 4-5 personnes. Je dis non, puis je vois, puis les réponses des autres personnes qui ne se sont pas fait avoir, qui disaient non, ça coûte que 14 $. Puis ils donnent l'adresse du site officiel qu'il faut aller voir. Quand on lance une recherche ESTA, une quantité de sites apparaissent. Un seul site officiel, celui-ci, le prix 14 $ par demande. Sur les autres sites, c'est beaucoup plus cher, mais ce n'est pas toujours annoncé de manière très claire. Certains sites vont jusqu'à mettre en garde qu'en dessous de 70 $, il faut se méfier. C'est un peu flou, mais tous ces sites disent faciliter la demande et offrir un vrai service pour justifier leur prix. Un service cher payé, spécialement si on voyage en famille. À 4 personnes, sur le site officiel, cela coûtera 56 $, alors que les sites commerciaux facturent les mêmes documents jusqu'à 356 €. Nous avons donc voulu voir quelles étaient les différences entre ces sites. Ici, le site officiel, et là, un site commercial. De très subtiles différences, mais exactement la même procédure et les mêmes questions. En moins d'une journée, nous avons obtenu nos 2 autorisations officielles. La différence aucune à part le prix. Mais est-ce illégal? Nicolas Capt, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies, s'est penché sur la question. C'est difficile de dire si ces sites sont illégaux, ils sont en tout cas malhonnêtes. Parce que finalement, même s'il y a une valeur ajoutée possible, que chacun décidera en son âme et conscience, au fond, il y a quand même une volonté de se faire passer d'une certaine manière pour le site officiel. Au départ, quand vous regardez le site,
vous ne verrez jamais que c'est un faux site. Enfin, c'est un site commercial. Moi, je me suis dit, ok, c'est le gouvernement américain, faut pas jouer avec ça, on rigole pas, on rentre nos bonnes infos, on raconte pas de bêtises. C'est comme ça. Nous sommes dans l'antre des graphistes de la RTS. Pour Laurent Sortet, même avec un regard professionnel, difficile de distinguer le vrai du faux. C'est le même code couleur, c'est la même structure, la même typo. Je pense que c'est très réussi en fait, simplement. Je pense qu'ils ont réussi leur objectif. On se fait prendre parce que ça semble être la copie ou la réplique quasi identique du site officiel, hormis le .com en fait. Et le .gov qu'on voit là pour le site officiel. Tout le monde peut avoir un .com, tout le monde peut créer un site internet avec un .com, ce qui n'est pas le cas d'un .gov en fait. Facile donc de se méprendre si on ne regarde pas attentivement l'adresse du site. Et ça pose aussi, et ça me paraît plus grave, un problème sous l'angle de la protection des données, à savoir que vous pensez légitimement être sur le site du département de la sécurité intérieure américain et vous acceptez de livrer des données qui, somme toute, sont quand même des données personnelles et assez massives, vous en donnez beaucoup. Et si vous acceptez de les donner au gouvernement américain, mais en revanche, vous n'acceptez pas des données à une société. Si vous ne vous rendez pas compte que vous passez par un intermédiaire, et ça pose un vrai problème, puisqu'on ne sait pas exactement comment ces données vont être traitées, comment elles vont être utilisées, est-ce que des tiers y auront accès, et puis encore, qu'est-ce qui se passera en cas de piratage. On sait que c'est des données qui sont très précieuses pour du phishing, pour de l'ingénierie sociale, pour tout un tas d'arnaques subséquentes, et le fait d'avoir ces informations disponibles auprès de ces sociétés, c'est évidemment une mine d'or pour les hackers. Selon la loi, le futur voyageur qui se sentirait trompé peut demander un remboursement et l'effacement de ses données. Une démarche pas si simple. La difficulté, c'est de trouver les coordonnées de cette entreprise, de réussir à les contacter. Et s'ils ne donnent pas suite, effectivement, ça risque de s'avérer compliqué. Dans ce genre de cas, je pense que ce genre de société joue aussi sur le fait que le dommage, entre guillemets, ou ce qu'on estime avoir trop payé, est à la fois suffisamment important pour être énervé et suffisamment faible pour que la personne n'engage pas de démarche. Et donc, je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de demandes, ni en lien avec la protection des données, ni de demandes de remboursement par une personne qui s'estime trompée. Au final, difficile de savoir si les sites commerciaux sont sérieux ou pas. Soyez vigilants, le site officiel reste la solution la plus fiable et la moins chère. Le site officiel étant celui du gouvernement des États-Unis, nous avons demandé une réaction à l'ambassade américaine en Suisse. Elle condamne ces sites commerciaux qui imposent des frais inutiles et compromettent la sécurité des données personnelles. Et d'ajouter, je traduis et je cite, « Nous travaillons d'arrache-pied pour empêcher les entreprises privées d'induire frauduleusement les utilisateurs en erreur en leur faisant croire qu'ils se trouvent sur un site web officiel du gouvernement. » Fin de citation. Visiblement, ce n'est pas encore gagné. Et ce document ESTA, il vous faut savoir que vous en avez besoin, même si vous faites que transiter, changer d'avion aux États-Unis, comme l'a découvert à ses dépens une famille de téléspectateurs qui se rendaient en Jamaïque. Vous avez peut-être vu passer cette info étonnante. Une quarantaine d'agneaux a été volée dans une bergerie d'Eviona en Valais juste avant Pâques. Un fait plutôt rare, quoique pas nouveau. Et la police valaisanne n'a à ce jour retrouvé ni les coupables ni les agneaux, mais l'enquête continue. Qu'est-ce qui intéresse les cambrioleurs bien organisés? La viande, très probablement une viande délicate, celle d'un animal chargé de symboles dans plusieurs religions. C'est à Pâques qu'on en mange le plus par tradition. En fait, de la viande d'agneau est disponible et consommée toute l'année. L'élevage en Suisse n'arrive pas à répondre à la demande, d'où une large importation de Nouvelle-Zélande, entre autres, on le verra tout à l'heure. Mais soyons locaux pour commencer. Il y a plusieurs races d'agneaux en Suisse, dont celle des nez noirs. Regardez. Un sommet presque aussi connu que Notre-Dame de Paris, des neiges éternelles. De là, on redescend vers la station. On se retrouve devant un hôtel 4 étoiles. Ici, l'agneau se décline en couverture, de peau de mouton ou en trophée. Juste au-dessous, un restaurant très prisé, le Schäferstube, où on ne sert que de l'agneau nez noir, et pas seulement du rack ou du filet d'agneau.
Sur la carte, l'agneau défile en saucisse, en burger, en carpaccio, en abat, en viande séchée et même en langue d'agneau. Paul-Marc Julen et sa famille sont propriétaires non seulement du Schäferstube et de plusieurs hôtels à Zermatt, mais aussi d'un troupeau de 300 laits noirs. Alors on est à Zermatt, messieurs, dames, et puis je vais vous amener maintenant à l'étable de la famille Julen où on va retrouver les nez noirs, et la sorte de mouton qui est vraiment tellement typique pour le Valais de Mattertal et son cervin. Le nez noir, une race qu'on ne trouve qu'en Valais dans les alpages en été, en étable en hiver et sur l'assiette toute l'année. Ça fait centaines d'années qu'on connaît les nez noirs dans l'Haut-Valais. On pense que les premiers nez noirs, ils sont sortis d'une combinaison d'une sauvage mouton noir avec une mouton bergamasque de nord d'Italie. Cette combinaison a fait sortir les nez noirs qui sont tellement authentiques pour cette région ici, comme ils sont d'origine de cette région. Et la spécialité des moutons nez noirs, c'est qu'ils restent bien sur place, bien en troupeau, première fois. Et puis deuxième chose, ils ont très peu de gras dans leur viande, non? En avril, le troupeau retrouve son herbe préférée. Les premiers crocus percent dans les pâturages. Les petits, ils n'ont pas encore eu une idée comment vraiment suivre les autres. Ils n'ont pas l'œil pour regarder où est le chemin. Ils doivent apprendre ça, mais ils apprennent très vite, non? Dès que la neige elle fond, ils vont être uniquement dehors et puis ils apprennent tout de suite. Quand est-ce qu'on peut dire c'est un agneau et puis au quel moment on doit dire c'est un mouton, non? Bah, vous savez, ils ont là devant les dents, aussi comme nous. Et quand ils perdent le premier dent là devant, on ne peut plus les déclarer comme agneaux. Le nez noir est un génie des alpages. C'est son milieu naturel, même s'il n'y séjourne qu'au retour des beaux jours. Et les beaux jours pour le nez noir, ça peut commencer fin mai ou début juin. Ça dépend des années et de la météo. Je crois que ça va être fin mai, quand il commence à monter gentiment. Chaque semaine un petit peu plus haut, au milieu de l'été jusqu'à presque 3000 mètres d'altitude. Ouais. Et puis ils font ça tout seuls. C'est ça qui est spécial avec les nez noirs, non? On peut les laisser toutes seules dehors, non? La seule chose qu'on doit faire, il faut les amener un petit peu de sel une fois pendant la semaine, et puis comme ça, mettre sur un endroit où on veut les avoir. Et puis pour le reste de la semaine, ils restent autour de cet endroit. Et ça, c'est très spécial pour les nez noirs, et c'était très important pour les gens à l'époque ici dans les montagnes. Seuls les brebis et leurs agneaux monteront dans les alpages. Les mâles, eux, restent au village. Pour eux, la saison est finie. Ils ont fait le job entre avril et mai. Ouais, pour les mâles, c'est beaucoup de travail. Vous savez, un mâle sur 30-35 femelles. Et nos mâles, ils ont maintenant autour de 100-120 kilos. Après ces 5 semaines, ils ont une vingtaine de kilos de moins. Alors, vous avez une idée de combien de travail ça veut dire pour les mâles, non? Pourtant, ce nez noir n'est pas très intéressant comme race. Il n'est pas vraiment avantagé par la nature. Il a d'ailleurs failli disparaître pour cause de rendement médiocre. Il faut dire aussi qu'il ne donne pas forcément beaucoup de viande. On sait aujourd'hui que la qualité de la viande est très haute, mais par rapport à des autres races, par exemple des races néo-zélandaises, la quantité de viande n'est pas très forte, n'est pas très haute, et alors ça, à l'époque, ce n'était pas vraiment intéressant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la laine. La laine, elle gratte un petit peu. Elle n'est pas très fine. Ce n'est pas de la laine mérino. Et puis ça aussi, c'était un point. Les gens, ils n'ont pas payé beaucoup pour de la laine de nez noir. Alors, aussi pas vraiment intéressant. Et le troisième point, j'ai dit avant, on ne peut pas séparer les petits de la mère. Il faut les laisser ensemble. Ça dit que le lait de la mère est réservé pour le petit. On ne peut pas les traire. Et puis, de nouveau, une chose qui n'est pas vraiment intéressante. Et ce sont les trois raisons pour lesquelles cette race n'était pas vraiment bien établie dans les autres régions de la Suisse. Non. Le nez noir a en quelque sorte été sauvé par le tourisme. Il est adorable avec son nez noir et il est bon.
Pas trop gras, pas trop fort. Donc bon pour le service à table. Le lait noir, c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi du marketing. Je ne dirais pas que c'est le marketing au numéro un. Il y a des situations, bien sûr, que le marketing est plus important, mais le marketing, ce n'est pas ça qui motive de venir tous les jours ici dedans et de faire ce travail. Ce sont les animaux qui motivent pour faire ça. Mais c'est quand même bon pour l'image. De plus, l'élevage de la famille Yulon sert exclusivement à remplir les assiettes du chef Stube. Donc proximité et qualité s'allient à la volonté d'apprêter toutes les parties de l'agneau. Pour nous, c'est aussi une question de respect par rapport aux animaux. Quand il faut prendre la vie d'un animal, qu'on essaie d'utiliser tout ce qu'il nous donne. Au menu, vous voyez de la langue, des choses que vous normalement ne voyez pas sur les cartes des restaurants. Et c'est pour en fait les respecter. Ces nez noirs, il y en a environ 15 000, essentiellement dans le Haut-Valais. Ils représentent une toute petite partie du cheptel suisse. À Zermatt, on est typiquement dans un circuit court, élevé, abattu, mangé sur place. Mais on peut quand même commander un rack d'agneau nez noir, c'est-à-dire 8 côtes, sur un site de spécialité valaisanne pour 70 francs le kilo. Le loup n'est visiblement pas craint dans cette région et les paiements directs tombent ici comme ailleurs. Mais l'agneau qui se retrouve dans les rayons ou nos assiettes a fait souvent pas mal de kilomètres. Pas de protectionnisme à nos frontières, l'Office fédéral de l'agriculture l'a aboli. Avant, pour vendre un agneau importé, il fallait vendre un agneau suisse. Tout ça, c'est fini. Ce qui nous vaut de trouver de la viande d'agneau fraîche toute l'année, même si l'offre est à son maximum autour de Pâques ou entre septembre et octobre. Boucherie du Palais à Carouge, une des sources qui nourrit et fournit consommateurs et restaurateurs en viande d'agneau. Blaise Corminboeuf en est le directeur. Chaque semaine, une bonne centaine d'agneaux entrent les pieds devant dans cette boucherie. Entre le néo-zélandais qu'on trouve partout et le nez noir confiné sur de rares tables de restaurants en Valais, il y a le français très demandé par les gastros ou le suisse minoritaire, mais de plus en plus recherché. Consommé en rack au restaurant, en merguez lors des grillades d'été, plus rarement en gigot lors d'un repas de fête. Le meilleur de l'agneau, ou plutôt ce qui est le plus demandé aujourd'hui, c'est dans cette pièce. Là, on est vraiment sur une pièce d'agneau du pays. C'est un agneau qui est suisse garanti. Et puis, ça peut être autant du blanc des Alpes, du Texel, du Suffolk, vraiment, ou même du nez noir qui n'est pas déclaré comme tel. C'est du haut de gamme plutôt, ça. Là, on est sur une très bonne qualité du pays. Ouais. On saute de l'autre côté de la frontière avec un agneau français, l'adret orné d'un label rouge qui fait de ce morceau une viande haut de gamme. Alors, on a une selle avec des côtes un petit peu plus longues, mais de l'adret. Donc, on voit une couverture de graisse un petit peu plus présente. Donc là, c'est un produit qui se prête, par exemple, à la gastronomie, où il y aura un travail fait par le cuisinier dessus, et puis apprêté de diverses façons selon le désir de la cuisine. Alors, je vous propose de partir sur exactement les mêmes morceaux, mais sous vide, reçus directement d'Écosse, une selle d'agneau écossaise. Alors, ce produit va plutôt servir pour des côtelettes. Donc, il sera découpé en 2 pièces par la moitié, et puis ensuite découpé au couteau pour des côtelettes du début à la fin. Bon, maintenant, on va passer sur un leader depuis une dizaine d'années en Suisse, des agneaux qui viennent d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. C'est égal. Là, en l'occurrence, on a 2 marques célèbres qui sont australiennes, plus ou moins la même chose que la Nouvelle-Zélande, où là, on va avoir 2 racks d'agneaux qu'on appelle RR, donc Rolls-Royce, qui seront vraiment mouchonnés, donc les os seront découverts et puis parés de leur graisse. C'est vraiment un produit qui sera plus utilisé en termes de grillade, par exemple. Alors là, on sera sur des prix consommateurs en boucherie qui seront autour des 50 à 60 francs, moins cher qu'un rack français ou suisse. Ce qui permet au 2e exportateur mondial d'agneaux,
34 millions de têtes, la Nouvelle-Zélande de pratiquer des prix très inférieurs au prix suisse pour une qualité très souvent équivalente. En Nouvelle-Zélande, on pratique un élevage extensif où les espaces disponibles dans le paysage sont vastes. On peut parler d'élevage de masse ou d'élevage industriel grâce à la surface, à la qualité des herbages et à une météo favorable. Effectivement, la Nouvelle-Zélande a des pâturages immenses. Les exploitations s'étendent sur des centaines d'hectares. Les hivers sont bien plus courts là-bas que chez nous, ce qui permet une production non-stop d'agneaux, tous voués à être exportés à un prix nettement plus bas pour un rack de 8 côtelettes qui va arriver en Suisse se dégraisser et nettoyer après avoir pris l'avion le plus souvent. L'Irlande pratique aussi un élevage intensif. Pour l'agneau helvétique, on a 5 races régionales. Le blanc des Alpes, le brun noir du pays, le charolais suisse, le nez noir du Valais qu'on a vu et l'Oxford. Eh bien, les prix peuvent varier passablement. Un rack bio peut coûter 100 francs le kilo. Je préviens maintenant les âmes sensibles. On a un peu trop tendance à oublier qu'avant d'arriver dans une assiette ou chez le boucher, un morceau de viande ne tombe pas du ciel. Il y avait un animal qu'il a fallu tuer dans les meilleures conditions qui soient, le découper. Inacceptable pour les végétariens et les véganes. Les omnivores, les amateurs de viande, eux, ne devraient pas oublier que tout cela, c'est un travail, celui des bouchers qui déplorent le gaspillage. La boucherie Ruchet est au cœur de la ville de Vevey. Une boucherie centenaire qui allie tradition et nouveaux modes de consommation. Aujourd'hui, on n'achète pas la même viande qu'il y a 50 ans. Voir le cas exemplaire de l'agneau dont seuls les beaux morceaux trouvent facilement preneur. Merci beaucoup. C'est moi. Ce n'est pas tous les jours qu'une boucherie commande un agneau entier. Au magasin, au détail comme ça, on n'arrive pas à écouler les ragoûts justement et tous ces bas morceaux qu'on doit après passer en merguez, mais on ne peut pas faire 50 kilos de merguez par semaine, c'est pas possible quoi. Si rack et filet d'agneau s'écoulent facilement, le gigot, lui, est en perte de vitesse. Les amateurs de gigot se font rares. Aujourd'hui, je pense sur un mois, si on a vendu un gigot au magasin, les clients ne font plus des grandes cuissons comme ça. C'est la même chose avec le bœuf, pour les bouillies ou les ragoûts. L'évolution de la clientèle maintenant, la vente a vraiment changé par rapport à ce qui se faisait avant. On voulait voir à quoi pouvait bien ressembler un agneau entier. Alors ABE a acheté un agneau suisse. Et voilà. Notre boucher, Olivier Ruchet, s'est occupé de notre commande. Tombé l'agneau. Et pour passer de la boucherie à la cuisine, nous avons convoqué Philippe Ligron. On va faire quelque chose de bien. Nous voilà avec 18 kilos d'agneau. Pour comprendre de quoi est faite la bête, il va en faire la découpe. Alors là, je désosse les épaules, parce que les épaules, c'est merveilleux. Les épaules, c'est une viande qui est assez dure, une viande qui est assez ferme, et une viande qu'on va utiliser plutôt pour des longues cuissons. On pourra l'utiliser pour des navarins, on va l'utiliser pour des ragoûts, pour ce genre de choses, et pour faire des farces aussi si on est quelqu'un de luxueux. Plus compliqué, la poitrine. On se demande tous ce qu'on peut faire avec ce bout de viande. Ça, on va l'utiliser, on va la désosser en cuisine classique. Ils utilisaient ça pour faire des épigrammes. Au Moyen-Âge, on l'utilisait plutôt pour, à la fin du repas, on désossait ça, on le trempait dans des épices très très fortes et on dégustait ça à la fin du repas. On appelait ça des savouris. C'était fait pour nettoyer la bouche et pour réveiller les esprits. Là, on va l'utiliser aujourd'hui pour faire des saucisses, par exemple. C'est-à-dire qu'on va complètement retirer tous les os, nettoyer bien sûr, et mettre ça dans des saucisses. Et ça, on va en faire quelque chose, mais quoi? Voilà. Là, on se retrouve avec le cou. Le cou, c'est une partie qui est très ferme parce qu'elle est entremêlée. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits muscles. Et à côté de chaque muscle, il y a toujours des nerfs. C'est pour ça que cette viande, on l'appelle entremêlée. On va complètement la nettoyer aussi et on va l'utiliser aussi dans les saucisses. On pourrait l'utiliser pour des atrios, tout ce qui est viande hachée, la moussaka par exemple. Mais en fait, ce qu'on connaît le mieux dans l'agneau, souvenir d'enfance ou cliché, c'est le gigot. Ici, maintenant, je vais séparer les deux gigots. Et voilà, là, j'ai les deux gigots d'agneau. Vous n'avez pas le temps de faire mijoter tout ce qui précède, alors faites comme tout le monde, payez-vous une selle avec son rack et son filet d'agneau. Voilà, là on se retrouve avec le dos de l'animal, qui s'appelle le carré, qu'on va désosser. On pourrait le garder en côtelette. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va retirer ici la vertèbre centrale
en essayant de laisser un minimum de chair sur les os. Le fameux rack, c'est juste 8 côtelettes attachées, les meilleures, les plus tendres, les plus goûteuses. Les autres côtelettes, ça sera un peu moins bien, mais quand même bon à poser sur un grill. Bien sûr, il y a ici les racks, ces fameux racks d'agneau. Hein. On va les nettoyer. C'est avec ces racks qu'on fait des côtelettes? Exactement. Alors on peut faire, moi je vous conseille de faire, c'est la même chose, hein, c'est exactement la même pièce. Simplement quand vous faites des côtelettes individuelles, vous risquez d'avoir une cuisson qui va être un peu plus sèche, alors que le rôle de l'os au milieu, c'est de garder une certaine humidité à la cuisson qui va permettre à la viande d'être un peu plus tendre, un peu plus moelleuse. Vous n'aimez pas ronger les os? Alors demandez du filet à votre boucher. Et ici, on se retrouve à 6 jeux des os avec les 2 filets d'agneau. C'est cette partie qui coûte très cher, puisque vous le réalisez à présent. Ça et cette deuxième partie que je suis en train de désosser, eh ben, il n'y a que ça par agneau. Voilà pourquoi les filets d'agneau coûtent si cher. Et ici, je vais retirer mes 2 filets mignons. C'est des morceaux qui n'ont pas forcément de goût, mais c'est des morceaux qui sont très faciles à préparer. C'est-à-dire que c'est une cuisson rapide, une cuisson courte, et c'est pour ça qu'ils ont un certain succès auprès du consommateur. Et ça, c'est tout le problème de notre alimentation à l'heure actuelle, c'est que tout le monde veut ça. Mais le reste, on en fait quoi? Et c'est toute la plus-value que de connaître ce métier et d'avoir envie de se faire plaisir en donnant, en valorisant ses produits, en les transformant pour arriver à quelque chose de bien. Et oui, les consommateurs suisses consomment beaucoup de filets, de côtelettes et de gigots d'agneau, les morceaux nobles qui ne peuvent pas être produits localement en quantité suffisante. Outre le prix, est-ce qu'il y a des différences de goût entre des agneaux d'ici et d'ailleurs? C'est ce qu'on a voulu savoir en invitant nos 2 fins connaisseurs à une dégustation un peu particulière. Regardez. On reste à l'alimentarium de Vevey avec Philippe Ligron. Après la découpe, on passe à la dégustation de 5 racks d'agneau. Philippe Ligron s'occupe de la préparation et de la cuisson de ces nobles morceaux. Passe à la casserole, dans l'ordre, notre agneau vaudois, un lait noir valaisan, un irlandais, un australien et un français. Un peu de sel, un peu de poivre, une giclée d'huile d'olive pour un aller-retour dans la poêle avant de passer au four à basse température. Dégustation, on y va. Pour cette dégustation, le boucher Olivier Ruchet rejoint notre cuistot des osseurs. Bien. 2 amoureux des saveurs traditionnelles de l'agneau. Ouais, moi je mange avec les doigts. Ça te dérange pas? Il n'y a pas de souci, bon. Tu es chez toi ici. À noter que nos 2 dégustateurs ne connaissent pas la provenance de ces racks d'agneau. Bon. On sent quand même bien le goût de l'agneau. Hein. Ça sent pas le mouton? Non, c'est très tendre. Ça se déchire bien, c'est cool. Cuisson parfaite. Fantastique. Mais, voilà, moi je mets un petit mais malheureusement parce que les clients du magasin, ben justement, ils ont perdu ce goût. Et c'est pas forcément le goût qu'ils recherchent les gens. Le 1, moi, me plaît bien, hein, je suis désolé. Après, c'est vrai, comme tu dis, c'est pas les goûts qu'attendent les gens. Maintenant, ils veulent quelque chose de... Les gens veulent plutôt quelque chose de très tendre, qui a peu de goût. Au 2 L'autre agneau suisse, le nez noir, s'affirme comme une particularité, une exception dans le cheptel suisse. Oh là là. Encore plus tendre, mais pas de goût. Ouais. Non, c'est du beurre, hein. C'est super tendre. Non, c'est superbe, ça. Non, mais il n'y a pas de goût. Je préférais l'autre, moi. C'est moins... Moins goûtu. Moins goûtu, simplement. Mais alors, par contre, c'est beaucoup plus tendre, quoi. Celui-là, il a mangé des petites herbettes. Il était dans la montagne et tout. C'est clair que c'est autre chose, à mon avis. On reste en Europe avec un agneau irlandais. Il y en a presque autant que d'habitants. Ça, c'est très très beau. 3,5 millions d'agneaux en Irlande. Ah, c'est fantastique, ça. Ta cuisson, elle est magnifique, hein. Ça, c'est très tendre, c'est super. Ça, c'est fantastique. On change d'hémisphère en goûtant ce rack importé d'Australie par avion. Peut-être que je manque un petit peu de cuisson.
Ça pourrait manquer un petit peu de goût quand même. Hein? Vous êtes d'accord tous les deux sur le goût de celui-là, hein? Un peu, Ça manque un poil, je trouve. un poil de goût. Hein. Mais il a moins de goût, on voit que ça a moins de goût. Hein. Oui. Il n'y a pas à tortiller, hein. Oui, tu me coupes un bout? Ouais, non, parce que... Ça a moins de goût. Retour en Europe, en France. La France, c'est 7 millions d'agneaux seulement. Voici un label rouge Made in France. Et ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier. Ok. Donc on voit bien qu'il y a plus de gras, hein. Ça va donner plus de goût. Voilà, je vais le goûter. Du fait qu'il est plus gras, il est aussi plus Moi, j'aime moins. Mais plus bon. moelleux. T'aimes moins? Ouais, Pourquoi? je sais pas. Il est trop gras pour moi. Ok. Il n'a pas tellement de goût hein, pour le gras qu'il a. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, le numéro 5, c'est un adret, France. Numéro 5 Ouais. Ah, pas du tout. Le dernier Ouais. Ok. C'est un peu la surprise pour Philippe Ligron avec ce rack d'agneau français. À noter que les racks qu'on vient de déguster sont ce qu'il y a de plus cher dans la bête. Pourquoi ces morceaux-là sont si chers? Parce qu'après, les artisans se retrouvent avec ces bas morceaux qui sont tout aussi bons, voire même meilleurs, parce que souvent ils ont plus de goût. Ils se retrouvent avec ça sur les bras parce que personne n'en veut. Donc il y a aussi une éco-responsabilité à avoir. On sait que dans le futur, tout va être de plus en plus cher. Le consommateur devrait aussi s'amuser, se dire un jour, je vais m'acheter des côtelettes d'agneau, et bien peut-être que la semaine d'après, je prendrai des saucisses d'agneau, ou peut-être que je vais prendre en même temps des saucisses d'agneau. Déjà au niveau gustatif, c'est intéressant d'avoir une comparaison. Car tout en bas de la liste des parties de l'agneau, il y a les abats. Et c'est pour qui les abats? Ben ça reste pour le boucher. Parce que nous, on trouve ça très bon, mais... Ah, vous faites ça, vous? Oui, pour nous, oui, bien sûr. Mais si on les met sur le plat, on les vend quasi jamais, quoi. En revenant vers ce type de produit, ben on aura une viande, un produit carné moins cher, et puis on va redécouvrir des saveurs qu'on a complètement oubliées dans notre tradition culinaire, parce qu'elle est là, notre tradition culinaire, on l'a juste un peu occultée. Que ce soit en Suisse ou en France, les agneaux passent le plus clair de leur temps en bergerie, avec des moments d'alpage en été et de transhumance en hiver en troupeau, rarement plus de 1000 bêtes. C'est beaucoup de travail pour les éleveurs, du 24 heures sur 24 pratiquement lors de la période des naissances. Alors est-ce qu'on peut vivre de cet élevage de moutons et d'agneaux en Suisse? La réponse, Dominique Vimin et Régis Migis sont allés la chercher en basse altitude cette fois. Oh les filles. Nous sommes à Cher, dans le canton de Fribourg, près d'Estavayer-le-Lac. Nous avons rendez-vous avec Sébastien et Sioulen qui élèvent 1000 bêtes. Bon, on va les ouvrir, c'est bon. Le mouton est un animal nomade, toujours en quête de la bonne herbe. En Suisse, ça demande une organisation complexe dans le temps et dans l'espace. On va ouvrir le parc? Oui, mais si on va... Une partie du troupeau a retrouvé l'herbe fraîche début mars. Le troupeau va rester au pâturage jusqu'au 1er mai. Le 15 mai, donc on va alper les moutons sur l'entièrement. Et sur cet alpage, les animaux vont être estivés pour une durée de 5 mois jusqu'au 30 septembre environ. Ensuite, les moutons ils seront descendus au pâturage et ils reviennent sur ces prairies-là 2 mois. Et ensuite, on va pratiquer de la transhumance durant la période hivernale. La transhumance est 3 mois à parcourir, à battre la campagne avec les agneaux dans un rayon de 50 km autour de l'exploitation pour glaner les derniers brins d'herbe. C'est aussi une manière d'entretenir le paysage. Pendant ce temps, les brebis se les roulent dans la paille de la bergerie et se préparent pour l'agnelage qui a lieu dès fin mars. En réalité, ça ne s'arrête jamais pour l'éleveur de moutons. Et il faut encore trouver le berger pour la transhumance. C'est moi-même, le berger, qui conduit le troupeau. Parce que c'est vrai que ça requiert de grandes connaissances en conduite de troupeau avec un chien, et puis de la connaissance sur les prairies, la qualité, la composition des prairies. Je pars avec ma compagne, on part les deux. On dort en caravane, nous sommes un peu des transhumeurs modernes. Ça se passe comment pour vous deux, là, le Noël avec... Un bel Noël, on le passe dans le troupeau et puis on est content. On est parmi le troupeau, pour moi, pour nous, c'est, je pense, un joli cadeau. Un agneau qui marche, c'est bon pour la viande. Elle sera moins grasse et les saveurs plus développées. Vivre du métier d'éleveur, ça veut dire avoir la capacité de fournir la même qualité de viande toute l'année. Il faut assurer qualité et quantité pour les clients, que ce soit des restaurants, des boucheries, des magasins ou des privés.
Près de 1000 agneaux sont abattus chaque année dès l'âge de 6 mois. Il y a 3 périodes de naissance, en mars, juin et août. Je le mets dans l'iode, c'est pour désinfecter, pour pas s'infectionner. Je le fais comme ça. Je range et je marque si c'est une femelle ou un mâle. C'est un mâle. Et je le rends à la maman. Je te téléphone pour planifier la découpe des agneaux qui ont été abattus la semaine dernière. Le numéro 4, je souhaiterais le laisser entier. Pas de découpe. Toute cette affaire ne peut tenir que si Sébastien et Sioulen pratiquent la vente directe de leurs agneaux. Il faut vendre tous les morceaux, du rack à la merguez en passant par le gigot, les burgers, les côtelettes ou le filet pour s'en sortir. L'agneau ou demi-agneau est vendu 24 francs le kilo par l'éleveur, après découpe par le boucher. On commercialise 1000 agneaux par année. Donc la part des grossistes représente le 70% et le 30% est destiné en vente directe. Nous avons choisi aussi la vente directe pour améliorer notre qualité de vie, notre confort de vie avec ma compagne. Et puis l'idée c'était d'avoir un contact plus rapproché avec le client. De cette façon, Sioulen et Sébastien maîtrisent le processus du pâturage à la vente du demi-agneau, sans se demander si l'herbe est plus verte ailleurs. En Nouvelle-Zélande, en Australie par exemple. Le rack d'agneau de Sébastien Bise coûte 50 francs le kilo en vente directe, ce qui n'est pas cher. Qu'il soit dans le canton de Fribourg ou en Valais, sans paiement direct, l'éleveur peut fermer sa bergerie. Du côté du Valais, la présence, même la croissance en nombre des loups complique la vie des éleveurs, on le sait. 290 bêtes tuées l'an passé. Il faudra à nouveau cet été rassembler les moutons, brebis, agneaux, la nuit sur les alpages dans des parcs électrifiés, ce qui est compliqué selon la météo, les faire garder par 1 ou 2 bergers. Et les pertes dues aux loups sont compensées financièrement, mais pas les bêtes perdues qu'on ne retrouve pas. Le loup et l'agneau, un autre chapitre qu'on n'ouvrira pas ce soir. Je n'ai pas d'heureuse naissance à vous annoncer. Tous ces paquets de linge ou couches culottes sont là en fait pour vous rappeler une promesse que je vous avais faite en janvier dernier. Vous vous souvenez sûrement de cette information qui avait semé pas mal d'inquiétudes chez les parents ou autres personnes en charge de bébés. L'Agence nationale française de sécurité sanitaire dévoila une étude sur les risques liés aux couches pour les bébés. Étude inquiétante, effectivement. Et donc ma promesse, c'était de vérifier si les consommateurs, consommatrices en Suisse romande doivent se faire aussi du souci et donc de faire tester des linges que vous pouvez acheter en Suisse romande et sur Internet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Alors ça a été long, mais ce test a été fait. Exact. Alors on a testé une dizaine de couches différentes. On a pris des couches pour des bébés entre 7 et 20 kilos. Il y a des catégories selon les couches. On y a cherché quelques 140 substances qui appartiennent à cette famille. Oui, beaucoup. Il y avait là-dedans les dioxines, les phtalates, les allergènes, les composés organiques volatiles, le formaldéhyde, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les polychlorobiphéniles. Bravo. Et d'ailleurs, le laboratoire a cherché jusque dans l'infiniment petit. Oui, on est au niveau du picogramme. Alors, il faut imaginer le gramme, ça on connaît, et puis après, on a le milligramme, le microgramme, les nanogrammes et les picogrammes qui sont encore derrière. On est, comme on appelle ça en jargon technique, à 10-12, c'est-à-dire 12 chiffres avant la virgule. Très petit. Très petit. Alors, on commence tout de suite par une bonne nouvelle. Sur les 10 marques de couches analysées, 8 ne contenaient rien de détectable selon le labo. On commence par les plus chères. Le prix est à la pièce. Sur biolindo.ch, nous avons trouvé les couches Attitude. Ce sont les plus chères de notre lot à 93 centimes pièce. Des couches toutes propres pour le labo. Il faut ajouter 6,90 francs de frais de livraison. Toutes propres aussi et quasi moitié moins chères, les Nati commandées sur Baby Green, 52 centimes pièce. En sus, 7 francs de port. Viennent ensuite des Pingo sur Top Deal, 31 centimes, mais il y a 9 francs de frais d'envoi pour ces couches sans contaminants. Et si vous les achetez directement en magasin, les Millettes Premium reviennent, elles, à 30 centimes. Le prix chute ensuite à 23 pour des Pampers Baby Dry chez Denner. Le labo n'y décèle rien non plus. On passe à 17 centimes pièce pour mettre bébé au sec et au propre avec les M-Budget de la Migros, 17 centimes aussi pour les prix garantis de la Coop et les Loupilou chez Lidl.
Les 2 derniers produits contiennent de très faibles traces de dioxine. Il s'agit de My Baby à la COP avec un total de 1,85 picogrammes par gramme de dioxine, ainsi que les My Love de Aldi avec un total de 0,25 picogrammes par gramme. Bonsoir Patrick Eder. Bonsoir. Vous êtes le chimiste cantonal de Genève. Alors, on va commencer par la bonne nouvelle. Pas de traces du tout d'allergènes dans tous ces langes que nous avons fait tester. Les parents peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils ont le droit de le faire? Oui, tout à fait. C'est une bonne nouvelle parce que des fois, ces allergènes viennent des substances parfumantes. Visiblement, là, il n'y en a pas qui ont été utilisées. C'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que les jeunes enfants peuvent être particulièrement sensibles. Ils n'ont pas un système hormonal et un système global comme les adultes. Et parfois, une petite réaction peut prendre beaucoup d'ampleur chez des jeunes enfants. Et on sait également que quand quelqu'un devient allergique, il a plus de probabilité de développer des allergies à d'autres substances par la suite. Donc c'est très bien qu'il ne soit pas en contact tout petit avec ces molécules-là. Très bonne chose. Et puis alors que l'ANSES avait relevé un dépassement de seuil pour 2 parfums dans les tests qui avaient été faits en France. Pas de traces non plus dans nos échantillons de formaldéhyde ni de COV dans l'ensemble de tous ces produits testés. Vous êtes surpris ou pas ? Non, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est des produits qui s'évaporent assez facilement, donc c'est assez normal de ne pas les retrouver. Néanmoins, ce sont des substances cancérigènes et des perturbateurs du système hormonal, donc c'est plutôt une bonne chose qu'on ne les retrouve pas. De la même manière que les phtalates, par exemple, qui sont aussi des perturbateurs endocriniens, ils n'ont pas été révélés par les tests. Alors effectivement, pas de traces non plus de HAP ni de phtalates, alors que l'ANSES avait trouvé des hydrocarbures aromatiques polycycliques. En revanche, le laboratoire a trouvé de très faibles traces de dioxine dans ces 2 produits qu'on voit là. Est-ce qu'il faut, Patrick Eder, s'inquiéter de ce résultat-là sur la dioxine, les traces de dioxine, et dire aux parents n'achetez pas ces 2 produits ? Non, alors absolument pas. Là, j'aimerais être vraiment rassurant. Ce sont vraiment des toutes petites quantités de dioxine qui ont été retrouvées. À titre de comparaison, il n'y a pas de normes, disons, pour les produits en contact avec la peau. Mais si on prend les normes qu'on a dans les denrées alimentaires, pour les produits, pour les nourrissons et enfants en bas âge, on a des valeurs qui sont 20 fois plus élevées que ce qu'on a retrouvé là. Donc, on est vraiment des valeurs très, très basses. Mais c'est quand même des produits qui sont en contact avec une muqueuse, près de la muqueuse, et puis qui peuvent être humides. C'est pas comme l'alimentaire. Oui, tout à fait. Mais l'alimentaire, vous allez avoir une ingestion totale du produit, tandis que là, on fait une hypothèse d'absorption, et puis les muqueuses représentent qu'une petite partie, finalement, en contact avec le lange. Donc c'est vrai que le risque, il n'est pas très élevé. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a fait d'ailleurs une évaluation, et ils ont comparé ça à l'ingestion, par exemple, de dioxine qu'on pourrait avoir dans du lait maternel, et ils trouvent que l'exposition est près de 3000 fois plus faible dû à ces langes que par rapport à l'alimentation. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut vraiment pas paniquer avec ces résultats. Bon, néanmoins, Stéphane, on a demandé une réaction aux distributeurs de ces 2 paquets, de ces couches culottes. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Aldi et Coop nous répondent que leurs couches sont conformes à toutes les exigences légales, qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les 2 précisent que les dioxines sont présentes dans l'environnement et qu'il peut y avoir des contaminations des produits par ce biais. Aldi dit procéder à nombreuses études pour vérifier la conformité de ces matières premières et des produits. Et puis indique aussi que d'autres enquêtes ont démontré qu'il n'y avait pas de dioxine dans leurs produits. Aldi met en cause une contamination environnementale, en fait. D'accord. C'est vrai que la question se pose, M. Eder, au fond, finalement, comment est-ce qu'on peut retrouver des traces, aussi infimes soient-elles, de dioxine dans des couches culottes ? C'est en fait une contamination des matières premières due à une contamination de l'environnement. Les dioxines, pour le rappeler, ce sont des produits qui sont issus de la combustion des matières organiques, notamment qui contiennent du chlore, donc qui ont été rejetés dans notre environnement pendant longtemps via les centrales d'incinération et qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout parce que c'est des molécules qui sont extrêmement stables. Donc si les matières premières en contiennent de toutes petites traces, on a plus de chances de retrouver dans des produits transformés, des produits manufacturés. En tout cas, merci pour vos explications à tous les 2. Bonne soirée. Et puis, sachez-vous que nos collègues de l'émission Radio On en parle vont vous proposer d'autres informations et développements sur les résultats de ce test demain matin dès 8h30 sur La Première. La saison des pique-niques et des festivals est lancée. Se pose une question très pratique. Pour nos assiettes, nos verres, quelle matière privilégier ? On sait que le plastique jetable après usage unique est très critiqué, à raison. Les vaisselles à l'emporter, qu'elles soient en plastique, en bambou, en carton, ont des coûts écologiques importants. C'est à découvrir mardi prochain.
Alors, quelle alternative? Lavable, réutilisable, biodégradable, compostable, ce n'est pas le choix qui manque et ce n'est pas tout. Les take-away, restaurants à l'emporter, les cafétérias et les festivals imposent toujours plus de vaisselle réutilisable mais consignée. Limiter les plastiques à usage unique, voire à les interdire, le monde politique y réfléchit. Des décisions sont prises comme dans l'Union européenne. Et que fait la Suisse? À bon entendeur vous invite à un déjeuner sur l'herbe en musique mardi prochain avec de la vaisselle, beaucoup de vaisselle. Un dernier mot pour faire appel à vos expériences. Nous allons tout prochainement parler vacances, un peu plus en détail qu'au début de l'émission. Si vous avez rencontré des problèmes lors d'une location de voiture à l'étranger ou des soucis parce que vous avez dû annuler votre voyage, n'hésitez pas à nous écrire via la page internet d'ABE, soit par Facebook. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.